Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Chers amoureux ou amoureuses des langues, bienvenue dans cet épisode où, une fois encore, je vais céder mon micro à Mathis qui, pour le compte de la Fabrique à Polyglotte, a animé, a préparé, a concocté 4 épisodes spéciaux. Et aujourd'hui, tu arrives sur le 3e opus où il reçoit des invités de choix que je vais bien évidemment lui laisser la primeur de te présenter, tout comme le sujet du jour. Allez, bonne écoute. Bienvenue à toi, c'est Mathis. J'ai rejoint l'équipe de la Fabrique à Polyglotte où j'anime des épisodes seuls ou avec des invités, comme ça a été le cas dans l'épisode numéro 54 où Ala nous a raconté son immersion linguistique. Cet épisode, tu peux le retrouver dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je ne vais pas être accompagné d'une personne, mais de 2 personnes. Et plus précisément, des 2 cofondatrices de quelque chose de spécial. Dans cet épisode, je vais te présenter un outil qui te fait apprendre la langue de la rue au moyen du micro-trottoir. Et tu vois peut-être de quoi je parle. Cet outil, je l'utilise moi-même pour apprendre les langues. Cet outil, c'est Easy Languages. Apprendre la langue de la rue, quand je dis ça, je te parle pas du fait d'apprendre la langue des mecs de cité. Je te parle d'apprendre la langue authentique, de parler la langue que les gens de tous les jours parlent. Et je sais que tu sais combien c'est crucial. Trop d'apprenants en langue apprennent une langue dans les livres et se retrouvent déconnectés de la langue réelle. À chaque fois qu'on doit parler une langue avec des locaux ou même pour regarder des films dans une autre langue, il y a beaucoup de mots, d'expressions idiomatiques qu'on ne peut comprendre que si on connaît la langue authentique, la langue de la rue. Et c'est normal. Bon, revenons à nos invités. D'abord, Easy Languages, qu'est-ce que c'est ? Easy Languages, c'est ça. Salut les amis! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. C'est parti! Hiya, welcome to a new episode of Easy English. Hola amigos y amigas de Easy Spanish. Hoy os traemos un episodio muy especial porque lo grabamos en 2 ciudades de España. Easy Languages, c'est 14 chaînes YouTube, c'est 39 équipes qui partent dans les rues chaque semaine pour interviewer dans la rue des locuteurs dans 39 langues différentes que tu peux écouter sur YouTube sous le nom d'Easy French, Easy German, Easy Spanish. Mais c'est pas seulement des vidéos, ce sont également des plateformes de formation, des podcasts. Il y a vraiment du choix, tant sur les formats que sur les sujets qui peuvent porter par exemple sur la culture, les variétés de la langue, avec également des vidéos sur quelques points de vocabulaire ou de grammaire et même des vlogs. Easy Languages a vu plusieurs sections naître petit à petit. Pour ma part, leur contenu m'a vraiment permis d'apprendre non seulement beaucoup de vocabulaire, mais aussi de me familiariser avec les prononciations et les variétés régionales, et désormais c'est la ressource majeure de mon apprentissage. Avec mes 2 invités du jour, on va faire le tour de ce que c'est vraiment Easy Languages pour que tu aies un outil complet pour l'apprentissage. Les invités que je reçois aujourd'hui, c'est Hélène et Judith, cofondatrices d'Easy French, parce que je sais que beaucoup d'entre vous nous écoutent pour apprendre le français. La Fabrique à Polyglotte d'ailleurs est écoutée depuis 101 pays. Mais ce que nous allons aborder aujourd'hui s'applique pour toutes les langues du groupe Easy Languages. Alors qu'importe la langue ou les langues que tu apprends, si tu apprends l'une des 14 langues concernées par Easy Languages, tu trouveras les meilleurs conseils pour apprendre les langues de la rue. Judith et Hélène vont te présenter leur chaîne YouTube, leur podcast, leur communauté, mais surtout nous allons voir comment tu peux utiliser chacun de ces outils pour les intégrer, pourquoi pas à ta routine d'apprentissage. Écoutons désormais ce qu'elles ont à nous dire. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène, bonjour Judith. Aujourd'hui on va parler d'Easy French, dont vous êtes cofondatrice. On va d'abord s'intéresser à votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous présenter les apprenants de langue que vous êtes, comment vous êtes tombé dans le bain des langues et combien de langues vous parlez ? Moi, je dirais Ah bah du coup tu peux pas savoir qui c'est. La voix que tu entends, c'est Hélène. que je suis tombée dans le bain des langues à l'école. C'est un peu basique, mais c'est le cas. Et c'était un peu les seules matières qui m'intéressaient à l'école, les langues vivantes. Et ça m'intéressait beaucoup. Je faisais de l'anglais comme tous les enfants, je pense. Et j'ai fait de l'italien en 2e langue. Ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai voulu un peu l'approfondir au lycée. J'ai choisi toutes les options possibles qui étaient en lien avec les langues, en particulier avec l'italien. Et j'ai fait pas mal de voyages aussi dans le cadre des cours d'italien. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à aimer ça. Et après,
encore plus quand j'ai voyagé en Allemagne. J'ai voulu partir comme fille au pair et ça m'a donné l'occasion de découvrir la langue allemande et d'être encore plus intéressée par les langues. Et je parle... c'est difficile de dire combien de langues, pour moi en tout cas, parce que finalement... J'ai essayé un peu de découvrir plusieurs langues, mais je dirais pas que je me sens vraiment à l'aise dans beaucoup de langues finalement. Vraiment à l'aise, je le suis bien sûr en français qui est ma langue native et en anglais. Mais sinon, par exemple, l'allemand que j'ai beaucoup parlé autrefois, je m'y sens plus tellement à l'aise maintenant, ni même l'italien que j'ai aussi beaucoup parlé autrefois. Et après, j'ai d'autres langues que j'ai un peu commencé à découvrir, mais je suis débutante. C'est l'espagnol. En compréhension orale, je suis très à l'aise. Mais par contre, en production orale, pas du tout. Après, il y a peu de temps, commencé l'amharique, qui est donc la langue de l'Éthiopie, la langue officielle. Et là, je suis aussi débutante. Bon, et maintenant la voix que tu t'apprêtes à entendre, c'est la voix de Judith. Pour moi, j'ai un attrait qui est assez instinctif pour les langues. Depuis toute petite, j'adore rien qu'entendre des gens parler des langues différentes. Ça me plaît sans avoir besoin de les comprendre ou de vouloir parler leur langue, mais je trouve ça vraiment chouette. Sinon, mes parents, leur langue maternelle, c'est l'espagnol. Donc, même s'ils parlaient pas avec moi, comme Hélène, j'ai appris l'anglais à l'école, en regardant aussi des séries et des films. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs de langue, d'anglais notamment, qui étaient très très exigeants. Et je leur en suis très très reconnaissant. On a eu un niveau assez poussé au lycée avec l'apprentissage de vocabulaire complexe, de structure, de grammaire aussi plutôt complexe. Et ça a vraiment formé l'anglophone que je suis devenue parce que j'étais pas destinée à beaucoup parler anglais. Et ensuite l'allemand, j'ai commencé l'allemand au collège. Et pareil, en fait, je suis tombée sur un professeur qui adorait sa langue, qui était passionné de langue allemande et de culture allemande. Et il me l'a complètement transmis. Et donc j'ai continué à apprendre l'allemand seule ou en regardant des vidéos, des séries, en m'inscrivant à des cours en ligne et en passant des examens moi toute seule. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. À quelqu'un qui ne connaît pas Easy French, qu'est-ce que c'est et comment c'est né? Donc Easy French, c'est un projet d'enseignement du français comme langue étrangère qui est basé sur l'exposition à la langue orale quotidienne, donc vraiment la langue de tous les jours. C'est né en fait de notre passion commune à Judith et à moi pour la chaîne Easy German, qu'on a découvert il y a assez longtemps maintenant et qu'on a toutes les deux beaucoup aimé. Et après, comme tu as pu l'entendre, de la passion pour les langues qui était commune à nous deux. Et puis aussi d'une amitié qui s'est créée quand on a développé le projet ensemble. Et peut-être j'ai pensé un peu de notre amour pour Paris, parce que c'est vrai que Paris a une place très importante dans nos vidéos et même dans nos podcasts. Donc c'est aussi quelque chose qui nous rassemble et qui fait partie d'Easy French. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vidéos quand même sur Paris. Alors j'ai vu que Easy French, c'est né d'abord des fondateurs d'Easy German qui ont voulu créer une section Easy French. Quel était leur projet à la base? Alors, j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises, mais en fait, ils ont rencontré des gens, si je me souviens bien, Hélène, des pays d'Asie du Sud-Est, et c'était des personnes qui apprenaient l'allemand. L'idée était toute bête au départ, c'était de leur montrer comment l'allemand est parlé dans la vraie vie, dans la rue, comme s'ils étaient à Berlin avec eux. Ouais, et puis leur idée après, ça a été de créer un réseau de personnes dans différents pays qui parlent différentes langues et qui proposent quelque chose de similaire. C'est comme ça qu'est née l'idée d'un micro-trottoir. Ils ont simplement en fait pris une caméra et un micro et ils sont allés interviewer les gens. Et ils ont mis des sous-titres. Simplement pour montrer à leurs amis, l'allemand, comment il est parlé dans la rue, de la façon la plus authentique qu'ils ont trouvé. Et en fait, cette vidéo, elle a été mise sur YouTube parce que c'était plus facile de la partager comme ça. Et cette vidéo, elle avait fait comme ça beaucoup de vues. Petit à petit, en fait, le projet a grossi. Est-ce que vous pourrez expliquer en quoi consiste votre activité? Alors, on fait beaucoup de choses, on en fait de plus en plus, c'est très divers. Donc les vidéos, c'est la base, on va dire. On a notre chaîne YouTube, chaque semaine, il y a une vidéo publiée, soit un micro-trottoir, soit une vidéo où on est seulement toutes les deux et où c'est plus tourné autour de vocabulaire, de sujets de grammaire, de scènes de la vie quotidienne qui sont un peu plus destinées aux débutants. Après, bien plus tard, on a développé le podcast. Donc là, c'est des conversations entre nous. On parle à une allure adaptée aux apprenants et on évoque des sujets en lien avec la France, mais de manière très très large. C'est-à-dire que on peut parler de là où les Français font leurs courses, des émissions qui
regarde à la télé, on peut parler de mode, de cuisine, de vraiment plein de choses, mais toujours avec un angle un peu culturel. On a aussi notre communauté. Là, ce sont des personnes qui nous soutiennent financièrement et qui, par là, ont accès à des choses supplémentaires. Donc, bien sûr, les podcasts et les vidéos YouTube, c'est gratuit, mais pour avoir du contenu supplémentaire à différents niveaux. Et donc là, on offre des choses pour vraiment être plus actif dans son apprentissage et vraiment tirer tout le bénéfice des produits gratuits. Le membership Easy French, c'est une vraie dinguerie. Et on te détaille ça en fin d'épisode, alors reste bien jusqu'au bout, parce que ça va te permettre aussi justement de comprendre comment utiliser ces ressources pour progresser vraiment. Donc vous avez parlé de l'ensemble de votre activité. Ce qui m'intéresse ici, c'est le format micro-trottoir. Ma question, c'était pourquoi Easy French a opté pour le format micro-trottoir? Comment vous choisissez les sujets, les lieux des vidéos? Alors, on a choisi le format micro-trottoir parce que c'est un format, comme on disait tout à l'heure, qui est très spontané et donc très attrayant. On peut voir en fait les expressions des gens, les expressions idiomatiques qu'ils utilisent et puis avoir leur avis en toute honnêteté sur des sujets plus ou moins légers, des sujets culturels, des sujets de société. C'est un format qui est extrêmement dynamique, extrêmement vivant et qui permet de se rapprocher au plus près. En tout cas, on n'a pas trouvé plus authentique de la langue française comme elle est réellement parlée dans la vraie vie. En tout cas, si un jour on planifie de voyager en France et plus spécifiquement à Paris, parce qu'on a beaucoup de vidéos à Paris, et qu'on veut s'entraîner à entendre le français comme il va être parlé, on veut s'entraîner aux situations auxquelles on va être confronté, je trouve que c'est le format qui s'y prête le plus. Aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de montrer une certaine ambiance de Paris, des rues de Paris. Ça a été aussi un choix de notre part, même par rapport aux quartiers qu'on choisit. On prend soin de choisir des quartiers qui soient assez vivants, déjà parce qu'on veut trouver du monde pour répondre à nos questions, et puis parce que c'est aussi les quartiers que les gens vont visiter, et donc c'est une espèce comme ça d'immersion un peu dans les quartiers populaires de Paris qui est hyper agréable. En tout cas, on parle d'Easy German, mais moi j'adore regarder comme ça les rues que j'aime beaucoup et voilà, les revoir. Ça participe en fait à l'apprentissage d'une langue et d'une culture. Ça paraît bête, mais ça participe. Et puis c'est un côté extrêmement esthétique aussi, c'est un plaisir esthétique pour nous de sélectionner les plans qu'on a envie de montrer, de faire le focus sur des objets, parfois une tasse de café, où on va voir que justement sur la tasse c'est écrit en français, c'est vraiment des détails parfois microscopiques, mais c'est un plaisir pour la personne qui regarde, c'est un plaisir pour nous aussi, et ouais, c'est quelque chose que les gens remarquent énormément, et ils remarquent qu'ils sont très attentifs, et ils nous disent « Ah tiens, je connais cette rue, j'y étais », et on sent qu'ils sont contents. Ouais, et ça permet de se plonger dans la vidéo aussi, juste après l'introduction, de se mettre dedans, et de dire « Bah allez, on va aller voir les gens dans la rue, et on est dans la rue, on y va ». Rien n'est laissé au hasard dans vos vidéos. La question maintenant, ce serait comment Easy French rend l'apprentissage de la langue plus easy? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent parce qu'il y a d'ailleurs des gens qui ne comprennent pas pourquoi ça s'appelle Easy French, parce qu'ils disent c'est pas du tout facile, c'est hyper difficile. Et c'est vrai que c'est hyper difficile de comprendre des gens qui parlent à un rythme normal, qui ne font pas d'efforts pour que des étrangers comprennent, qui utilisent des expressions familières, qui mâchent les mots, qui font même parfois des erreurs de grammaire, parce qu'on en fait tous. Mais on répond justement toujours, ce qui fait que c'est easy, déjà, c'est les sous-titres. C'est quand même une aide monumentale. Quand on ne parle pas bien la langue, d'avoir des sous-titres, c'est vraiment hyper utile. Et puis, il faut rappeler qu'il y a quand même un montage, il y a une sélection vraiment des scènes. Ce n'est pas, on sélectionne les scènes avec des répétitions, par exemple, des répétitions de mots, d'expressions, des personnes qui un peu se répondent entre elles et qui font que c'est beaucoup plus facile de identifier le vocabulaire et de suivre en fait, voilà, le sujet. Et puis, ce qui fait que c'est facile aussi, comme disait un peu Judith tout à l'heure, c'est très attrayant. On a cette curiosité quand on apprend une langue. C'est une des choses les plus importantes d'ailleurs, c'est de la développer. Et on a envie de savoir ce que pensent les gens. On est curieux, on a envie de connaître leurs opinions, leurs idées, leurs rêves. Tout ça, c'est quelque chose qui nous attire. Et puis, on choisit des sujets aussi qui parlent vraiment aux gens et qui font qu'ils auront envie de faire l'effort. Même si c'est en langue étrangère, ils ont envie de faire l'effort de regarder parce que le sujet vraiment les intéresse. Pour les gens qui veulent aller au-delà et pas se contenter de YouTube, tout ce qu'on propose comme ressources, ça aide énormément et ça fait que le micro-trottoir pour le coup devient vraiment easy. C'est les exercices et les transcriptions parce que ça permet de digérer le contenu. Ça permet de se l'approprier et de reconnaître les mots, de les voir écrits, de les utiliser dans les exercices et tout ça. Et ça, c'est vraiment une manière de faciliter
énormément l'apprentissage par un contenu qui paraît difficile au départ. Par essence, apprendre une langue, c'est difficile, mais on essaye de le rendre le plus facile et le plus ludique possible. Et dans la communauté Easy Languages, une fois, il y a Dimitris, qui est le fondateur de Easy Greek, qui a dit, justement parce qu'on parlait entre nous de tous ces commentaires qu'on reçoit sur mais comment est-ce que vous pouvez dire que c'est easy alors que les gens parlent super vite, et il avait dit cette phrase qui m'a marqué, c'était en anglais « Nothing worth doing is easy languages ». Et en fait, voilà, il faut accepter aussi que apprendre une langue, c'est difficile par essence, et nous, on essaye d'apporter des outils pour faciliter l'apprentissage, pour gagner aussi un peu de temps et faire en sorte que ce soit le plus ludique et le plus efficace possible. Mais en tout cas, si quelqu'un vous promet d'apprendre une langue facilement, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est un mythe, l'apprentissage de la langue. Pour ça demande un investissement, que ce soit financier, énergétique. Pour revenir sur le sujet du micro-trottoir, pourquoi, pour vous, c'est important pour un apprenant de langue d'avoir une compréhension de la langue authentique, parlée dans la rue ? Alors c'est vrai que tout dépend de ce qu'on attend de l'apprentissage d'une langue, mais souvent on apprend une langue parce qu'on a envie de voyager dans un pays qui parle cette langue, ou même de s'installer dans ce pays. Et donc effectivement, apprendre le français, ou en tout cas la langue cible comme elle est parlée, ça paraît essentiel, et donc on est content de pouvoir offrir ce contenu qui soit le plus authentique possible. Et puis c'est quelque chose dont on parle souvent avec Hélène, mais il faut rappeler que le français et toutes les langues vivantes sont par essence vivantes et donc mouvantes. Elles se transforment tous les jours. Clairement, avec les générations les plus jeunes, tous les jours il y a des nouveaux mots qui apparaissent, et parfois apprendre une langue vivante dans un livre, c'est apprendre un français qui est assez figé. Alors moi j'adore les livres de langue, je trouve que ça permet de structurer beaucoup de choses dans son apprentissage et d'avoir un cadre, mais nos vidéos, et notamment nos vidéos de micro-trottoir, sont pour moi des éléments hyper complémentaires d'un apprentissage plus classique et scolaire. C'est la richesse aussi d'une langue, d'évoluer, ce qui fait aussi son charme, même si il y a des gens qui préféreraient qu'on dise des jadis plutôt que des kwakubé. Vous avez dit que pour Easy German, ils avaient fait les vidéos avec des sous-titres. Vous avez suivi cette idée. Pourquoi vous avez fait le choix de cette double traduction? Et comment un apprenant il peut se servir de ça? Alors, en fait, ça permet une certaine autonomie dans l'apprentissage. Bon, moi, je parle pour moi parce que je ne sais pas pourquoi au départ vraiment Easy Languages a choisi ça. Mais en tout cas, c'est certain que ça aide beaucoup les apprenants. D'ailleurs, beaucoup de gens nous disent merci parce qu'ils savent ou ils imaginent combien c'est difficile et combien c'est chronophage de faire ces sous-titres bilingues. Mais c'est vrai que c'est utile parce que ils peuvent identifier le sens des mots dans la langue cible. Donc, par exemple, on entend un mot qu'on ne connaît pas et directement on n'a pas besoin d'aller regarder sur un autre site, on voit directement visuellement la traduction est là, donc ça permet déjà de gagner beaucoup de temps et en plus de faire des associations mentales sur le moment entre les mots qu'on entend et les mots qu'on peut lire en anglais, mais de voir le mot écrit aussi dans la langue cible, c'est important parce que s'il y a que la traduction anglaise, on a tendance à juste lire celle-là et donc finalement à travailler moins, ce qui n'aide pas la mémorisation. Et puis il y a des expressions familières aussi qui sont, comme on disait tout à l'heure, très actuelles, très jeunes et qu'on ne retrouve pas facilement dans des dictionnaires ou dans des applis de traduction, etc. Et donc là, on a directement la traduction en contexte, on comprend ce que ça veut dire. Tu m'étonnes, par exemple, des choses comme ça qui sont pas faciles du tout à traduire. Donc ça, c'est un gain de temps aussi et on est plus certain d'avoir une traduction cohérente avec le contexte. Et puis, c'est bien aussi parce que ça donne accès à un contenu avancé en termes de langue à des apprenants débutants. Parce que parfois, quand on est débutant, enfin moi en tout cas, je trouve parfois que les contenus audiovisuels pour débutants peuvent être un peu simplistes, ça nous intéresse pas vraiment. On a envie d'être plus stimulé peut-être. Mais si on se met à regarder des séries dans la langue cible comme ça, si on se jette à l'eau, on va se sentir frustré parce qu'on comprend pas. Alors que avec les sous-titres bilingues, ça permet de rendre accessible quelque chose qui ne l'est pas à la base à des gens qui sont débutants. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. L'idée, c'est de toujours naviguer entre ce qu'on entend, ce qu'on lit en langue cible et ce qu'on lit en langue anglaise. Et donc, on peut vérifier sa bonne compréhension en même temps qu'on comprend, etc. et lever les doutes sur certains mots. Et on essaye vraiment de faire l'effort d'être le plus près possible de la langue cible tout en gardant, bien sûr, en tête que le contexte est important, etc. Mais par exemple, on essaye au maximum de mettre l'équivalent du mot français en anglais sur la même ligne de sous-titres. Ça paraît bête, mais c'est assez important. On peut pas toujours, bien sûr. Mais quand on peut, on le fait. Et donc, ça permet vraiment d'avoir cette navigation constante et de pouvoir pas seulement lire l'anglais, mais vraiment l'utiliser comme un outil vers la langue cible.
Il y a des apprenants plus débutants, il y en a qui vont être un petit peu plus avancés. Justement, ça amorce un peu ma question sur les types d'apprenants qui utilisent Easy French. Quel type d'apprenants vous avez, surtout dans, je pense à votre communauté? On a quand même une variété de types d'apprenants qui est assez énorme. On a quelques apprenants qui sont vraiment débutants. Je pense que c'est clairement pas la majorité, mais on en a qui partent de rien et qui utilisent nos vidéos soit en français lent, soit des vidéos super easy French où on parle de vocabulaire précis ou de grammaire pour commencer. On a des personnes qui ont appris le français quand ils étaient plus jeunes à l'école et qui, de par une expérience ou l'envie d'un voyage ou envie de s'y remettre, tombent sur nos vidéos et donc se mettre de manière un peu plus intense à apprendre le français. On a quelques personnes qui, par nécessité de s'installer en France ou parce qu'ils ont trouvé un travail en France, doivent apprendre le français assez rapidement. Et donc pareil, ils utilisent notre plateforme, notre communauté Discord pour trouver des gens qui, comme eux, ont besoin d'apprendre le français, avec qui ils peuvent discuter et échanger. On a aussi des gens qui prennent des cours dans des alliances françaises, des écoles de langue et qui utilisent nos ressources en complément. Et ça, je pense que c'est génial, hein. Tout est complémentaire de toute façon dans l'apprentissage. Ça aide à avoir peut-être une approche plus spontanée, plus authentique vers la langue familière, mais on peut avoir besoin aussi, par exemple, d'une langue beaucoup plus professionnelle. Ça, on la trouve moins dans nos vidéos, donc ça peut être complété par plein d'autres choses. Donc, on a vraiment des gens de tous âges. C'est vrai qu'on propose aussi sur notre plateforme Discord plusieurs fois par mois des cours de conversation en visioconférence. Enfin, c'est Hélène qui s'en charge. Et très souvent, il y a des gens qui ont 18 ans et puis jusqu'à 80 ans. Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est des hommes et des femmes de tout âge qui viennent de partout dans le monde et qui sont juste réunis sur l'intérêt commun de l'apprentissage du français et c'est hyper chouette. Maintenant, on va parler du podcast. Quelle est la différence dans l'expérience d'apprentissage qui est offerte par le podcast? Ce qu'on offre avec le podcast, c'est assez particulier. Je trouve que c'est un outil très intéressant parce qu'il s'adapte en général aux situations, aux envies des apprenants. En fait, il y a, comme on a dit tout à l'heure, la possibilité de l'utiliser comme un outil d'apprentissage assez passif. Simplement, on s'immerge, on écoute le podcast en faisant autre chose et on s'imprègne de l'intonation d'une langue. On arrive à attraper quelques mots de vocabulaire par-ci par-là et on écoute le français comme il est parlé et ça, je trouve que c'est déjà génial. Il y a évidemment une façon plus active, donc comme on l'a présenté avec l'outil d'aide au vocabulaire, la transcription interactive, et puis il faut savoir que notre outil podcast, il a été pensé assez longtemps déjà dans sa durée. Il dure 30 minutes, ça peut paraître long, mais en fait on a aussi décidé de le sectionner, de le compartimenter en parties différentes. Donc il y a le sujet de la semaine, les recommandations, une partie la minute culture, une partie j'ai capté où on va expliquer un sujet de culture ou un mot de vocabulaire spécifique. Et en fait, cette compartimentation, elle est assez intéressante parce que parfois, on écoute une partie du podcast et puis on perd le fil. La partie suivante, elle permet un peu de raccrocher les wagons et de se dire, ok, ça, bon, j'ai pas tout compris, j'ai compris un petit peu, mais on repart à zéro et on peut se remettre dans une partie différente. Il faut bien noter que nous faisons l'effort de parler le plus distinctement possible. Je dirais pas qu'on parle lentement, mais on essaye d'articuler, que tout le monde puisse entendre toutes les syllabes de tous les mots. Et le débit que l'on a de parole dans les podcasts n'est pas le débit de parole quand on se parle avant et après le podcast avec Hélène. Donc on fait déjà très attention. Et puis il y a ce côté très intime du podcast où on entend quand même une conversation entre deux personnes qui pourrait être un peu ce qu'on se dit dans la vraie vie. Il y a toujours le côté authentique qui fait qu'on garde l'apprentissage d'une langue un peu ludique et attrayant. Cet outil podcast pour apprendre les langues, en tout cas comme nous on l'a façonné, il est utile et il est assez unique comparé à tout ce qui est proposé. Alors qu'effectivement les vidéos de micro-trottoir, on va traiter des sujets déjà plus légers parce que on pose une question rapidement aux passants, plus ou moins léger mais quand même souvent léger. La dernière vidéo c'était quel était votre dernier achat. Alors effectivement on va questionner les gens sur leurs habitudes de consommation, ça peut être un peu personnel, mais la question initiale c'est qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement? Oui, j'ai acheté un livre, ça m'a coûté tant. Voilà, les gens vont parler très vite à leur rythme de base en fait. Ils vont pas se rendre compte, mais ils vont utiliser beaucoup d'expressions idiomatiques. Ils vont mâcher, comme tu l'as dit Hélène tout à l'heure, ils vont mâcher leurs mots énormément. Et voilà, c'est intéressant. C'est deux choses qui sont très complémentaires. On arrive comme ça à, comme tu l'as dit, à jouer sur la mémoire visuelle, la mémoire auditive, à jouer sur toutes les manières qu'il existe d'apprendre une langue, en tout cas de s'imprégner d'une langue. Moi, je voulais savoir, est-ce que ce contenu-là, pour apprendre vos langues, est-ce que vous l'utilisez vous-même? Moi, je l'ai utilisé beaucoup. Quand je vivais en Allemagne, j'ai beaucoup utilisé Easy German, ça m'aidait énormément et j'adorais, et même après quand je suis rentrée en France, c'est un truc qui m'a aidée
dans des moments de ma vie où j'avais pas grand-chose qui me plaisait dans ma vie. Et regarder des vidéos Easy German, ça me faisait du bien, tout simplement. J'avais l'impression que c'était mes potes et ça me faisait rire. Et c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé. Et maintenant, de votre expérience personnelle, est-ce que vous avez des petites anecdotes ou des situations où, pour vous, la compréhension de la langue authentique a été particulièrement utile? Moi, j'aime bien les histoires de Judith en Allemagne. Parce qu'elle a fait un stage en Allemagne et je me souviens que tu avais des histoires un peu cocasses, justement, sur des expressions que tu as découvert un peu dans des situations de vie réelle. C'est vrai que j'avais fait, avant de commencer l'internat de médecine, j'avais fait un stage d'un mois à l'hôpital de Berlin, à la Charité, dans le service d'urologie, parce que je savais qu'ils prenaient des gens d'un peu n'importe où, et donc j'ai tenté ma chance et ils ont accepté, alors que j'avais même pas de diplôme de langue pour attester de mes capacités à parler allemand. Je veux dire, je me débrouillais, quoi, mais clairement, l'allemand médical, pas du tout. Les Allemands, qui sont des gens très directs, m'ont très vite envoyé dans les chambres des patients et mon rôle, c'était de faire des prises de sang, une sorte de stage infirmier. Et je savais pas comment dire prise de sang, en fait, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend. Quand on apprend l'allemand, j'ai une collègue qui m'a expliqué, qui me disait, voilà, c'est Blut entnehmen, enfin, qui me dit comment on dit prendre le sang de quelqu'un, en fait. Et donc moi, on me pousse un petit peu dans la chambre d'un patient, vas-y. Et je répète un peu ce qu'on me dit, mais toute paniquée, et je sais plus, mais le patient qui me voit, à qui je dis plus ou moins prendre le sang s'il vous plaît, me dit mais qu'est-ce que t'es un vampire, c'est quoi? Et c'est vrai que oui, l'apprentissage des langues, ça occasionne des situations très cocasses et très drôles, mais ça fait des histoires à raconter, même si sur le moment j'étais très gênée. On en a tous connu, j'en ai un nombre incalculable aussi. On a parlé de l'espace membership rapidement. Est-ce que vous pourriez le présenter? On propose beaucoup de choses en fait sur cet espace. Bon, déjà, il faut savoir que c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça commence à partir de 5 € par mois. Donc c'est vraiment pas grand chose. Bien sûr, il y a des gens pour qui c'est quelque chose, mais disons que c'est accessible. Et donc, à partir de 5 € par mois, on peut déjà avoir vraiment du contenu très essentiel et très utile. C'est-à-dire pour chaque vidéo qui est postée sur YouTube, une liste du vocabulaire important avec des traductions en anglais et des exercices qui reprennent des structures de phrases qui ont été entendues dans la vidéo, du vocabulaire, et à chaque fois, j'essaye de me concentrer sur un point de grammaire précis qui se répète dans la vidéo. Par exemple, une vidéo où il y a beaucoup de conditionnel, par exemple, je vais faire des exercices sur le conditionnel. Donc ça permet vraiment de revoir plein de points de grammaire ou même de les apprendre pour la première fois. Et après, bien sûr, il faudra approfondir en regardant d'autres ressources, mais c'est déjà une base qui peut permettre de vraiment travailler son français. Et les transcriptions, ça aussi c'est très utile parce que on voit ce qu'on a entendu, l'aspect visuel est très important, on a la traduction anglaise juste en dessous, donc si on aime faire soi-même ses fiches de vocabulaire et tout ça, on peut le faire. Après, donc pour les gens qui sont dans notre podcast membership, il y a plein de ressources liées au podcast. Donc bien sûr, le podcast est gratuit pour tout le monde, mais pour les membres, ils ont une transcription interactive, donc on peut écouter et en même temps, on voit les mots qui sont surlignés et on peut cliquer et traduire dans une langue. Donc ça, c'est quand même super utile. Ça permet vraiment d'utiliser le podcast comme une ressource totalement active, pas juste l'écoute passive. Et on a aussi l'aide au vocabulaire. Donc là, en fait, sur l'écran du téléphone, s'affichent des mots, une dizaine de mots à peu près par minute. En même temps qu'on les entend, on les voit s'afficher avec une traduction. Donc ça, pareil, on les sélectionne pour que ce soit les mots qui sont à la fois des mots en rapport avec le sujet. Donc ça permet d'avoir une espèce de carnet de vocabulaire sur tout un sujet. Et aussi, il y a le contenu bonus. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent se mettre un peu au défi, c'est-à-dire que là, on est un peu plus en roue libre dans le podcast. On papote pendant 10 minutes et là, il n'y a pas de transcription. Donc c'est plus pour les gens qui veulent se mettre au défi, c'est sympa. Ensuite, donc, on a le vidéo membership. Et là, l'idée, c'est donc d'avoir les vidéos à télécharger avec et sans sous-titres, parce qu'on nous demande beaucoup les vidéos sans sous-titres. Il y a des gens qui les utilisent, surtout à un niveau avancé, ou des enseignants aussi qui les utilisent. On a l'audio lent. Donc là, c'est la version en français lent, enregistrée par nous, des épisodes. Alors, étonnamment, les gens adorent ça. Nous, on se disait, c'est peut-être ennuyeux pour les gens, mais les gens l'aiment beaucoup parce que ça leur permet de vraiment entendre les mots distinctement, de répéter aussi. Enfin, on a donc le Community Membership. Là, c'est à 30 € par mois, donc c'est plus un investissement, mais honnêtement, ça reste très peu cher comparé à beaucoup de programmes de langue parce que il y a depuis peu maintenant
une session de conversation, 1 heure par semaine. Donc c'est une opportunité de pratiquer son français, comme on disait tout à l'heure, d'être dans un endroit vraiment rassurant, où on sait qu'on est avec d'autres apprenants, on peut se lâcher, on peut faire des tentatives, etc. Et aussi, on peut se rendre compte de ce qu'on est capable de faire en français. Parce que parfois, des gens pensent qu'ils sont capables de rien en français parce qu'ils sont débutants. Et en fait, dans les conversations, on parle uniquement en français ou très rarement, on va traduire un mot par-ci, par-là, mais c'est vraiment du français et ils se rendent compte qu'ils peuvent faire ça en français. Donc c'est vraiment motivant pour eux. C'est un outil très très complet, en tout cas. Ouais, faire partie d'une communauté d'apprenants, c'est hyper bénéfique. Les gens s'en rendent pas forcément compte au début quand ils l'ont pas encore fait et une fois qu'ils sont arrivés, ils se disent « Ah ouais, c'est quand même bien d'être avec d'autres personnes. » Bon, maintenant, on a parlé un petit peu de tout ça, on a fait un petit peu le tour. Quels sont vos plans à l'avenir pour Easy French? Est-ce que vous avez envie d'explorer de nouveaux formats, de nouveaux contenus, de les améliorer? On s'est lancé récemment avec les formats plus courts, donc les Reels sur Instagram et les vidéos TikTok. On n'a pas encore lancé notre chaîne TikTok, mais on a déjà des vidéos qu'on prévoit de mettre bientôt sur une chaîne. Et puis aussi, il y a d'autres choses qui sont un peu en cours de réflexion, comme un podcast pour les débutants, qui soit adapté vraiment aux gens qui veulent commencer le français. On fait aussi de plus en plus de vidéos en français lent. En fait, c'est des vidéos qui ont très bien marché sur Easy German et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une forte demande pour ça. Et toutes les vidéos qu'on poste en français lent, où là vraiment on parle en français très lent, elles ont énormément de succès et les gens nous remercient parce qu'en fait, il y a très peu de contenu de cette sorte qui existe. C'est vrai qu'en fait, ces vidéos micro-trottoirs, elles sont géniales quand on a quelques bases, mais commencer tout de suite avec ça, c'est un peu violent. Mais c'est vrai que les gens, avec nos vidéos en français lent, ils sont hyper contents parce qu'ils nous disent « Je comprends ». C'est la première fois que je comprends une vidéo en français et ça les motive énormément. La sensation de comprendre, elle est incroyable. C'est un déblocage, ça peut être un déclic que ressent l'apprenant. Donc c'est pour ça que ces vidéos-là, je les trouve aussi super importantes. Est-ce que vous avez en tête une personne qui devrait intervenir dans la Fabrique à Polyglotte pour partager son savoir sur les langues? Alors moi, j'ai pensé à quelques personnes. Déjà dans la communauté Easy Languages, il y a Katie qui est chez Easy Italian. Elle a créé sa boîte Joy of Languages. Et donc, elle est vraiment professionnelle de l'enseignement des langues. En termes de business autour des langues, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi Joshua, qui est un ami à nous, qui a participé à pas mal de vidéos avec nous, qui a sa chaîne YouTube aussi et son site internet, donc c'est Joshua Balata. Et lui, il apprend beaucoup de langues, il fait beaucoup de vidéos sur ça, sur comment apprendre les langues et tout ça. Puis, j'ai pensé aussi à Marissa. C'est une fille son site, c'est Relearn a Language. Et elle avait fait un live avec nous il y a longtemps déjà, mais j'avais beaucoup apprécié sa perspective. Donc elle aide les gens à réapprendre des langues en fait, de famille, etc. Vous avez parlé des Reels, des réseaux sociaux. Vous pouvez me dire où on peut vous retrouver? Alors là, on a notre compte Instagram, Easy French Videos, notre chaîne YouTube, le podcast qui est sur toutes les plateformes d'écoute. Et bientôt, on va lancer notre compte TikTok. En fait, on a une communauté qui nous suit énormément et qui est très présente. Je vais vous laisser le mot de la fin. Comme on l'a déjà dit, l'apprentissage des langues et du français est vraiment accessible à beaucoup de gens, quel que soit l'âge, le niveau d'études. Il n'est jamais trop tard pour s'y remettre si on le veut vraiment. Et aussi le fait que le français est accessible même si on ne peut pas voyager. Parce que beaucoup de gens se disent qu'on ne peut apprendre vraiment bien une langue qu'en allant sur place, mais aujourd'hui c'est plus tellement vrai. Avec un accès internet, vraiment le français, la France, les autres pays francophones sont vraiment à portée de main pour vous, donc c'est toujours possible. Merci beaucoup, merci à vous deux pour m'avoir accordé votre temps. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.